Allez, c'est par là. Faire, c'est refaire ou bien se défaire. Pour Camille de Casabianca, cette alternative a été source de douleurs insondables et de liberté inclassable. Quand les frustrations d'enfants deviennent les inspirations d'adultes, c'est avec ou sans filtre. Ah, Bienvenue dans votre vie, Camille. ah d'accord. On commence par le tout début Oui. dans cette émission. Ouais, Et l'origine de l'origine, voilà. elle est là. Ça, c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Catherine Vette, qui était d'origine suisse d'ailleurs, et puis mon grand-père et son frère. Donc Louis de Casabianca et André de Casabianca. On dirait des petites filles hein, avec leur jupe. Complètement. De Casabianca, c'est un nom qui sonne bien. Qui vient d'où? Bah, qui vient de Casabianca. Il y a toujours la maison d'ailleurs sur la place du village. Et donc l'arbre généalogique date de 1414, mais je pense que c'est la même maison, hein. La Maison Blanche. Vous connaissez bien la généalogie de la famille, Camille? Bien, oui, ça m'intéresse, mais Ouais. je suis pas... Alors qu'est-ce qu'il faisait, cet arrière-grand-père? J'ai honte de le dire, mais il était rentier en fait. Enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais j'ai le souvenir, on me disait qu'il il parcourait Bastia pour aller chercher les loyers, etc. Et il gérait tout ça, quoi, en fait. D'accord. Son fils qu'on voit là, on le retrouve là. Voilà, alors un de ses fils était architecte et c'est mon grand-père, voilà. Parlez-nous un petit peu de ce grand-père. Ah, voilà. Parce qu'il y a une vraie affection pour lui. Oui, oui, grand-père formidable. Il fait les beaux-arts à Paris et puis c'est la guerre, il rentre en Corse. Et puis il est devenu architecte de la reconstruction. Donc il a construit énormément de trucs. Notamment sur le Vieux-Port à Bastia. Hein, Oui, voilà, oui. l'immeuble qui est au fond du Vieux-Port et qui s'intègre complètement. Ce bel immeuble, bien voilà. sûr, exactement, cette grande bâtisse. Et là, elle est particulière, cette photo, parce qu'il n'est pas seul sur cette photo. Eh ben voilà, il est avec ma maman et d'ailleurs j'ai choisi aussi cette photo parmi les quelques-unes qu'on m'a envoyées parce que c'est un papa qui s'occupe de sa fille et donc là on doit être en 31-32 et donc voilà, c'est bien que les papas s'occupent des petites filles. Oui, ça résonne en vous, ça, bien sûr. Elle, c'est Denise. Denise, ouais. Denise de Casabianca, qui va grandir à Bastia, elle, Oui, qui va aller à l'école à Bastia. ouais. Et puis sa vie à Bastia va être peut-être un peu trop petite pour elle, non? Pourquoi non, mais enfin elle aime le cinéma et elle va aller faire des études de cinéma à Paris. Et puis elle va être monteuse, elle Voilà. va être une grande monteuse de cinéma. Voilà, hein. absolument. Elle va faire le film de Jean Eustache, quand même, la maman et la Oui, putain. oui. Oui, elle va faire le retour de Martin Guerre, tout un petit peu voilà. les périodes un peu nouvelle vague, quand même, Oui, c'est elle. Hein. absolument. Oui. Ouais. Comment on pourrait la qualifier, votre maman? Parce que là, c'est moi qui en parle, mais c'est vous qui allez me dire c'était qui votre maman? Non, c'était une grande monteuse. Elle était passionnée par son travail. Et donc, voilà, elle était toujours au service des films. Et une femme passionnée, je dirais. Et passionnée qui a rencontré un autre passionné, Voilà. une fois qu'elle est à Paris. Qui c'est, lui? Alors lui, donc, c'est Alain Fressé, qui par la suite a pris le pseudonyme de Cavalier. Alain Cavalier, Voilà. qui est plus connu sous le nom d'Alain Cavalier. Oui, voilà. Et donc, ils se sont rencontrés en préparant l'école de cinéma. Je crois qu'ils ont vécu quelques années ensemble, mais mon oncle François de Casabianca m'a dit, puisqu'on préparait l'émission, je l'en ai parlé hier, que donc il avait quitté ma mère quand elle était enceinte. Donc je ne lui en veux pas, mais il ne devait pas être fait pour ça. Et donc je n'ai pas grandi avec lui. Mais par la suite... On va voir la suite, on va voir ce que ça va bon, donner la suite. D'accord. Là, on est dans la première partie. Et donc, vous allez grandir, vous. Eh bien, justement, alors, c'est votre maman qui vous lave, j'imagine, dans l'évier. Voilà. Mais même votre maman, comme vous l'avez dit, très passionnée par son métier. Et en fait, c'est pas tellement elle qui va s'occuper de vous dans vos jeunes années. Dites-moi si je me trompe, Camille. Non, vous avez raison. Mais c'est plutôt là que ça se passe. Ah oui, ça c'est Rosa. Rosa, elle est là, cachée là. Et moi je suis là. Et qui c'est, Rosa? Rosa Ponce, c'était une dame qui était nounou et qui m'a élevée. Et l'été, on allait, tous les étés, à l'époque, les vacances scolaires duraient 2 mois et demi.
dans son village à Olive, à côté de Valence. Elle était espagnole, Rosa. Oui. Comment elle rentre dans votre vie, Rosa? Comment... Ah bah, j'étais trop petite pour le savoir, mais voilà, elle était nounou, elle était nurse, elle était... Vous voyez qu'on n'avait pas énormément d'argent dans cette photo où je suis lavée dans l'évier, mais enfin, voilà, il fallait quand même... ma mère étant passionnée, mon père, je n'ai pas eu de père, enfin, dans mon enfance, et donc il y avait cette dame qui m'a élevée. Elle aussi, elle a une histoire particulière, cette Rosa, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, oui. Bah oui, ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, elle avait une fille et son mari est parti à la guerre d'Espagne. Et donc, pour gagner de l'argent, il lui a laissé ses parents. Elle est partie s'occuper d'une autre petite fille. Et donc, elle a laissé sa fille en Espagne et elle a envoyé l'argent. Enfin, tout ça n'existe plus, heureusement. Et puis, son mari, surtout, n'est jamais rentré. Il n'a pas retrouvé quelqu'un d'autre de l'autre côté de la Voilà, frontière voilà. aussi. Il y a eu toute la aussi guerre. un abandon aussi. Il y a eu toute la guerre d'Espagne et quand ça a été fini, elle lui a dit « Viens, arrive ». Et il a dit « Mais je suis marié, j'ai 2 enfants ». Et ça, c'est les séparations de la guerre, quoi. Et donc, elle était très dévouée. J'adorais cette femme. Et d'ailleurs, on la voit dans un de mes films. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, Camille. Vous êtes encore toute petite, là. Et justement, vous êtes encore tellement petite qu'entre 5 et 6 ans, venez, on va être derrière l'arbre, on vous retrouve avec eux. Vous passez même une année Voilà. avec vos grands-parents. Alors, Louis de Casabianque, qu'on a vu tout à l'heure, et Antoinette, sa femme, très sympathique. Vous venez passer 1 an à Bastia, de votre jeunesse. Oui, enfin, ma jeunesse... Votre enfance, je devais même, ouais. avoir 4 ans. Enfin, Ouais. je me souviens pas très bien, oui. Même 3 ans, je sais plus. Oui, oui. Vous n'avez pas trop de souvenirs? J'ai pas été en classe à Bastia, hein. Donc... Non, vous allez aller en classe ailleurs. Vous allez aller dans des pensions, je crois. Hein. Ça va Plus pas tard, être... plus tard. J'étais Ouais. avec Rosa à Ouais. l'école communale. Et puis à un moment, comme elle parlait mal français, c'était bizarre de nous laisser toutes les deux à Paris. Et donc je suis effectivement allée dans une pension religieuse à la campagne. Du côté d'Auxerre, en Bourgogne, Voilà. où vous n'allez pas avoir que des bons souvenirs, enfin je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, au sortir de cette école, vous allez être quelqu'un d'assez révolté. Voilà. Le mot est peut-être faible, et on n'en parle pas là. On va en parler là-bas. Ok, allez, venez avec moi, Camille. Prenez place, Camille. Alors c'est sans filtre. Ça dépend de vous, ça. Et je pense que ça va être sans filtre, surtout là, Ah. avec le montage qu'on a fait. Parce que vous êtes contestataire quand même dans votre jeunesse. Alors, je voudrais dire quelque chose, puisqu'on a parlé de mon enfance, que je suis très contente de mon enfance, parce que je n'ai pas été conditionnée. Et même vis-à-vis... on m'a jamais dit, même, par exemple, tu es corse. C'est moi qui suis revenue vers ça. On m'a pas dit, tu es de droite, tu es de gauche. Vous avez dit que j'étais dans un pensionnat de jeunes filles religieuses. Je n'étais pas baptisée. J'avais demandé à être baptisée, évidemment, au bout d'un moment. Et on m'a dit, attends quand tu auras 18 ans. Mais là, Camille, là, vous êtes bien de gauche, là. Ben là, en fait, je suis révoltée un petit Ouais. peu contre, effectivement, le couvent, c'était un petit peu... Et donc, j'arrive, je crois que j'étais en seconde, j'arrive à Paris au lycée, et là, bon, effectivement, je deviens militante d'extrême gauche. D'extrême gauche. Et Hein. de- Je et vous ai c'est mis à l'ombre de Lénine. Lénine. Parce que Lénine pensait qu'il fallait qu'on soit excellent. Vous décidez d'être excellente à l'école aussi. Voilà, donc j'étais sympathisante de la Ligue communiste révolutionnaire, je l'ai déjà avoué, et donc on nous disait, enfin, c'est vrai que la société est injuste, et on croyait que tout ça était très simple et qu'il suffisait de prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, il fallait faire Sciences Po et il fallait faire l'ENA. Donc j'ai fait Sciences Po, et quand j'ai été en pré-PENA, j'ai eu des doutes sur Lénine et le reste, et j'ai même été envoyée en Californie faire des études. À l'université de Boursière. Berkeley. Ouais. Ah oui, de Berkeley. Ah oui, oui, c'est Berkeley. Oui, c'est Berkeley. Et arrivé là-bas, justement, j'ai envie de dire, votre
trotskisme en prend un coup quand vous arrivez dans la société de consommation américaine. Là, la société, vous vous apercevez que pour la transformer, ça va être long Ben, et difficile. Trotsky disait qu'il fallait que la révolution commence aux États-Unis. Et c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai vu la vie de la classe ouvrière américaine, bon voilà, j'ai un petit peu, je me suis raisonnée. Tant et si bien que il y a votre père qui rentre en contact avec vous et qui vous fait une proposition, qui vous dit, il y a un film qui va se faire sur une relation entre un père et un fils, comment ça se construit, un père et une fille, pardon. Est-ce que tu voudrais en être? Non, non, en fait, c'est pas ça. Non? Il m'appelle et il me dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de faire un film sur un père et sa fille qui se connaissent pas et qui se retrouvent?» Il y avait Oui, pas de projet, hein. d'accord. C'était vraiment lié à ça. Et moi, c'était assez bien payé, donc je n'avais pas envie de passer le concours de l'ENA, mais il fallait quand même que j'arrête de faire des études et j'ai accepté. On a commencé à travailler ensemble, je faisais des allers-retours, et donc après, il m'a proposé de jouer le rôle de la fille. Et donc, Et c'était... lui devait jouer le rôle du père en plus. Alors non, moi je lui ai dit, je suis d'accord si tu joues le rôle du père. C'était effectivement assez proche de notre histoire. Et par contre, là, la production a souhaité que ce soit une vedette, comme c'est souvent le cas. Et Ah voilà, la vedette c'est elle. Jean Rochefort. Voilà, Un étrange voyage. Un étrange voyage qui va avoir un vrai succès. ouais. Et donc, on vous propose des rôles au sortir de ça, mais vous les refusez. Vous, j'ai l'impression que vous préférez plutôt écrire d'ailleurs, parce que Oui, bah, assez... j'avoue que j'étais, voilà, comme je suis aujourd'hui, toujours aussi jeune. Et je me souviens d'avoir rencontré Ken Loach, qui lui était très engagé à l'extrême gauche, etc. Mais un petit peu, enfin, à l'extrême gauche, plutôt stalinien. Enfin, on s'était disputé pendant le casting, parce que Ouais. je parlais anglais. Et donc, on n'a pas travaillé C'est pas ensemble. important, Ken Voilà, Loach. Mais vous écrivez et vous avez ce talent d'écrire, voilà, parce oui, qu'effectivement, oui. quelques temps après, on vous retrouve là. Oui, alors ça aussi. D'ailleurs, ces deux films sont été, et à la fois pour Alain et pour moi, nos deux grands succès. Et encore plus Thérèse, puisque Thérèse a fait plus d'1,5 million d'entrées. Et donc, Alain m'avait donné, quand j'avais 15 ans, je me suis quand même beaucoup appuyée sur les cahiers de Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux tenait son journal. Et moi, je cherchais un rôle comme actrice. Je me suis dit, waouh, Thérèse, c'est moi. Et puis, donc, je suis allée le proposer. Et je lui ai dit, tu devrais faire ça. Et il m'a dit, écoute, je te vois pas du tout dans le rôle, mais écrivons-le ensemble. Donc, voilà. Et il va y avoir 7 Césars pour Thérèse, 1,5 Voilà. million d'entrées. C'est un grand succès, hein, effectivement, Ouais, Thérèse. ouais, ouais. Et vous dites Alain, vous dites pas papa. Hein, Je c'était n'ai pas. jamais dit papa, non. Non, je vous ai raconté que j'ai pas grandi avec lui du tout. On s'est Donc c'est Alain. retrouvés au cinéma et on a pris plaisir à travailler ensemble. Mais à partir de ce moment-là, vous allez quand même dans cette voie du cinéma. Et après l'écriture de films, on va vous retrouver quand même à la réalisation. Là, vous prenez un peu les choses en main. Là. Avec Voilà. Pékin Central, un film qui est tourné en République de Chine, sur la muraille de Chine, qui est encore aujourd'hui un des films français les plus aimés en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu des documentaires, c'était encore la Chine populaire, mais on m'a dit, hein, il faut vérifier, mais le premier film occidental de fiction tourné en Chine. Bon, j'avais l'air très jeune, je suis allée en Chine, tout s'était décidé les autorisations de tournage étaient données par des messieurs très âgés. Quand ils m'ont vu, ils m'ont pincé la joue, ils ont dit oui, oui, qu'elle tourne. Et j'ai pu faire mon film, donc être la première. Mais pourquoi vous voulez être réalisatrice? Vous voulez tout maîtriser? Qu'est-ce que c'est naturel? Ça se vient naturellement, sans trop réfléchir encore une fois? À chaque fois, j'ai été portée par le sujet. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, bon, j'ai appris sur le tas, mais je ne me suis pas dit, je vais être cinéaste. Là, en l'occurrence, je voulais raconter cette histoire. Et je voulais me moquer de ce journaliste. Et puis, je voulais aussi montrer, c'est dans un voyage organisé, c'est une comédie. Et en fait, on aurait tourné ça à Porto Vecchio ou en Bretagne, ça aurait pas été marrant. Mais là, en fait, ces gens traversent la Chine, qui est un pays qui s'éveille, donc le film le montre, c'est fascinant, mais eux ne voient rien, ils sont dans leurs histoires sentimentales. Et c'est intéressant votre vie, parce qu'à la fois vous décidez des choses et vous vous laissez porter. Et donc, comment on interprète ça? Ah voilà, ça c'est mon fils et mon mari. Eh Parce que bien, c'est pas vous qui décidez d'avoir un enfant, là, sur le coup.
Bah, avec l'enfance que je vous ai raconté, non, j'étais pas pressée et je tiens à dire aussi qu'il y a plein d'enfants à adopter qui sont formidables, hein, qui sont abandonnés enfants, etc. Donc je me disais que peut-être j'adopterais un enfant. Et puis j'ai rencontré un homme, je suis tombée amoureuse de lui. Il voulait un enfant et nous avons eu un enfant. Et évidemment, je m'en félicite. Qui s'appelle Louis. Hein? Félix. Félix Louis. Oui. Louis, c'est le deuxième prénom, effectivement. Mais vous l'avez dit, les enfants abandonnés vous préoccupent. Et permettez-moi la succession d'images, parce que... Ah voilà. les Ah fruits de non, vos j'étais entrailles- enceinte. J'étais enceinte quand j'ai tourné ça. Ah, vous étiez enceinte. J'étais enceinte et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 9 mois? Et j'ai fait un film sur des femmes enceintes qui abandonnent leurs enfants en Colombie. Donc là, en l'occurrence, c'est un documentaire. Et parfois, les gens me disent sur mes films de fiction, « Ah, on voit que c'est de l'impro, de l'improvisation. » Alors que j'écris tout à la virgule, mais je suis contente qu'on me dise ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que votre carrière montre que vous prenez de plus en plus le contrôle. Et je l'ai mis avec ce film, là, Le fabuleux destin de Madame Petley. Là, vous êtes réalisatrice, vous jouez dedans, et vous êtes aussi la productrice, là. Oui, entraînée par mon mari Patrick Blossier, qui avait une société. Non, en fait, voilà, ça y est, je me souviens, vous êtes vraiment un psychanalyste. Je ne suis jamais allée voir de psychanalyste, mais bon, oui, c'est Vous vous très souvenez de intime. quoi? Non, non, mais je me souviens, j'ai fait ce film, j'étais avec un gros producteur, je ne sais pas s'il faut dire son nom, et donc j'écris l'histoire, il y avait une dame de la campagne, assez costaud, et donc il me dit, c'est Josiane Balasco. Donc je vais voir Josiane, je lui propose le rôle, c'était il y a assez longtemps, elle me dit, j'ai pas envie de faire une grosse dame de la campagne. Je lui dis, bon, je te comprends, et je propose à Maïté, qui est une dame qui avait une émission de cuisine très célèbre. Et donc, une fois que j'ai eu cette dame, mon producteur me dit, écoute, j'ai pas très envie. Et le cinéma français, voilà, comme je vous disais, il y a eu Jean Rochefort. Oui, fourmille de stars, on n'a pas besoin de Maïté. Voilà, il faut toujours une tête d'affiche. Une tête d'affiche. Et donc, nous l'avons produit, oui. C'est parce qu'il refuse, parce qu'il n'y a pas Josiane Balasco que vous dites, c'est moi encore qui prends les choses en main. Donc là... Non, mais je ne trouvais pas d'actrice pour jouer ce rôle, quoi. Et donc, je me suis dit, elle est formidable. Et elle va être très bonne, effectivement. Donc là, vous êtes comédienne, vous êtes réalisatrice, vous êtes productrice. Il ne vous manque rien, quoique il y a quand même une quête qui manque. Et de cette quête, on ne va pas en parler là. On va en parler dehors. Enfin, je veux dire qu'on a tourné ça dans notre cuisine, qu'on a failli faire faillite. On a été sauvés par Walt Disney, quand même. Merci les Américains, qui ont racheté plusieurs options de droits de remake. D'accord, il fallait le dire. Allez, venez. Allez-y, mettez-vous face à l'écran. Et, eh bien, on va lancer un de vos films et vous allez vite comprendre. Ah! Un film ou un documentaire, un film documentaire, oui. ça marche. Ou, j'ai envie de dire, vous filmez enfin la Corse, Camille. Oui, absolument. Ouais. Mais je commence enfin à tourner en Corse. Le film d'après aussi, il y a une petite séquence en Corse. D'ailleurs, on va le regarder. On va regarder. Il y a quelque temps, j'avais commencé un film sur mon grand-père, mais il est mort brutalement. Il y a pas un beau chemin, hein, ça, on se débrouillera quand même. Ça tourne. Attends. Oui. Oui, je voulais vous demander, alors vous avez connu Louis de Casabianca? Oui, ben, j'ai bien connu Louis Casabianca. Il montait très souvent au village, tout le monde le connaissait très bien. Il était très gentil, très aimable, tout le monde le voyait volontiers. Tout le monde l'aimait bien, tout le monde. Il parlait corse? Bien sûr, il parlait corse tout le temps, lui. Et lorsqu'il est arrivé au village, lui, il n'allait pas toucher la main aux gens, il embrassait tout le monde.
comme quelqu'un de... comme un parent, pareil. J'aurais dû me préparer à parler. Non? C'est très banal en fait, ces histoires. C'est difficile de trouver un angle pour parler comme ça de son grand-père. Alors qu'est-ce que je peux dire? Que c'était un type formidable, raconter plein d'aventures qu'il a vécues dans sa vie, etc. Vous faites un documentaire pour filmer en fait la fin de vie de votre grand-père Louis, en fait. Oui, alors j'ai commencé, mais malheureusement, mon grand-père, Louis de Casabianca, est mort à 71 ans. Donc en fait, j'ai pas pu continuer. Après, j'ai filmé la femme dont nous avons parlé tout à l'heure, Rosa. Et puis finalement, j'ai filmé ma grand-mère maternelle qui, elle, est partie à 102 ans. Formidable film. Mais effectivement, j'ai mis ça derrière, parce que ça, ce sont les écrits, hein, Le Lapin Enchanté, vous êtes essayé au roman, nouvelle de cinéma. Mais c'est celui-ci, alors 600 ans de Casabianca, on a fait la couverture exprès, mais c'est quand même un tapuscrit que vous avez commencé, sur lequel vous couchez. Alors, c'est comme votre cinéma, hein, c'est inclassable. Hein. Il y a un petit peu d'autobiographie, il y a de la fiction, il y a des centaines de pages. C'est quoi? C'est suite aux projections justement en Corse où vous vous êtes dit, il faut que je fouille un petit peu ce que j'ai en moi? Des centaines de pages, peut-être pas. Non, non, enfin, c'est un sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le livre? Le titre déjà, 600 ans de Casabianca. Oui, comme je vous disais, ça remonte, en fait, l'arbre généalogique remonte à 1400 et quelques. L'objectif, c'est d'en faire un livre? Oui, quoi? oui, je pense qu'il va être publié, oui, oui, oui. Et pourquoi c'est important pour vous de publier 600 ans de Casabianca? Je pense que ça a un intérêt pour les lecteurs. Hein. Mais pour vous, quel est l'intérêt? Pour moi, quand je suis cinéaste ou écrivain, je le fais quand même pour les autres. D'accord. Est-ce que vous faites aussi pour les autres? Ah voilà, oui, ça c'est un grand projet. Je pense qu'en Corse, les gens savent que la Corse a été libérée en 1943 et que le sous-marin Casabianca a permis d'apporter des armes à la résistance corse. Et donc c'est quelque chose que je trouve formidable. Et j'ai été invitée, j'ai eu la chance de plonger dans le sous-marin. Et là, je remets effectivement des décorations. Et pourquoi faut-il que vous fassiez un film sur... Pourquoi? Écoutez, vous avez dit un mot qui m'a plu, c'est inclassable. Et j'ai fait une intervention à la Cinémathèque récemment. Et ils m'ont dit, est-ce que ça vous dérange qu'on vous mette l'adjectif inclassable? Je dis, non, non, j'en suis ravie. Donc, pourquoi j'ai fait ce livre? Je trouve ça intéressant de mélanger. Vous savez, les gens, on est cinéaste, mais on est aussi écrivain, musicien. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans des petites cases. Et cette histoire me motive à l'heure où, quand même, en Europe, la guerre est là. C'est aussi beaucoup des internautes et des gens qui m'ont dit, il faut que tu t'empares de ce projet. Et des Américains, en fait. Oui, parce qu'effectivement, l'us de Casabianca est connu aux États-Unis. Hein. Voilà, parce qu'il a participé à la guerre d'indépendance sous les ordres du comte de Grasse au XVIIIe siècle. Voilà, c'est que ça intéresse le monde entier. Il n'y a pas que les Corses. Et ce sera la dernière photo. Voilà, ah, très bien. Donc... Avec votre fils? Oui, à Fouriane. À Fouriane. Ouais. Lui, il est revenu peut-être, j'ai envie de dire, avant vous, à ses racines corses? On peut le dire comme ça ou pas? En même temps, enfin, lui, il est... Oui. Vous voyez son maillot. Oui, je vois que vous êtes à Fouriane, tous les deux, ouais. Ouais, parce qu'il s'inscrit dans vos pas. Lui, il a fait l'ENA, il est allé jusqu'au bout. Il est haut fonctionnaire aujourd'hui. Non, mais vous savez, tous les 4-5 ans, maintenant, sous la pression des masses, le président de la République a réduit à 5 ans. Mais on demande aux hauts fonctionnaires soit d'aller dans le privé, soit de changer d'administration, ce qui est une bonne chose pour pas qu'ils s'encroutent, qu'ils deviennent des petits chefs. Mais après, il faut les faire revenir. Avant, c'était 10 ans. Ils avaient le droit de partir 10 ans. Et donc, lui, il a créé une start-up très brillante. J'espère qu'il va revenir s'occuper de l'intérêt général. Mais vous savez, les start-upers nous disent tous, et ils ont sans doute raison, qu'ils travaillent aussi pour l'intérêt général. Donc il restera à Paris, il ne va pas revenir en Corse, lui. Qui veut ça? On avait mon bar là de Corse. Non, mais ça sera dans une prochaine émission. OK. La dernière photo, pardon, c'est moi qui l'a fait, OK? Allez, venez à côté de moi.
Voilà. Merci infiniment, Merci. Camille. Vous Bon, allez ça a passer été- quelques jours au village ou vous repartez Oui, directement oui, oui. encore un Oui, petit peu au oui, village? oui, bien bon, sûr. ben, bon séjour, c'est vous. Bon. Et puis à une prochaine Bon, ça a pour de été. nouvelles aventures. J'ai un peu Mais sur oui. l'histoire des 600 ans, mais si vous m'aviez dit qu'un éditeur, c'est un peu bizarre comme livre, mais je pense que ça Ben, on va verra bien, intéresser on le les lira, gens. on le lira. Ah d'accord. Allez.